3e octobre 1986. Mer des Sargasses, zone de patrouille, novembre. Le sous-marin soviétique K-219, projet 667A Yankee E, maintient sa position avec 16 missiles balistiques à combustible liquide R-27 et 2 réacteurs à eau pressurisée VM-4. Le journal de bord indique que l'atmosphère dans le compartiment des missiles est normale et que la propulsion est stable sur les 2 réacteurs. À 5h14, une alarme d'intégrité du tube retentit. Silo 6. Les opérateurs s'attendent à une fuite mineure gérable par procédure. Le moniteur périphérique indique une augmentation des concentrations de vapeur de tétroxyde d'azote. En quelques minutes, le combustible hypergolique et le comburant entrent en contact avec l'eau de mer dans l'espace confiné. La réaction est immédiate. Explosion, incendie, 3 hommes morts, câblage de contrôle endommagé. Le rayonnement de fond reste normal. Les premiers chiffres qui comptent sont chimiques, pas radiologiques. Mais l'explosion a sectionné les circuits de contrôle à distance du réacteur. Sans capacité SCRAM fiable, la prochaine étape doit être manuelle. Ils ne savent pas encore que cet accident va écrire la doctrine, coûter 4 vies et placer 2 cœurs nucléaires dans les profondeurs abyssales pour toujours. Les 1er et 2 octobre 1986. Zone de patrouille de l'Atlantique Nord, à environ 600 miles à l'est-nord-est des Bermudes. Le sous-marin nucléaire soviétique K-219, numéro de coque du projet 667A, navigue en immersion dans le cadre d'une patrouille de dissuasion. Le sous-marin transporte 16 missiles R-27U, désignation OTAN SS-N6 serbe, chacun alimenté en diméthylhydrazine asymétrique et en tétroxyde d'azote, des propergols liquides stockables qui s'enflamment au contact. 2 réacteurs à eau pressurisée, VM4, générant chacun 70 MW thermiques, entraînent 2 hélices jumelles par l'intermédiaire d'un réducteur. Le journal de bord indique des paramètres stables, des mesures atmosphériques normales dans tous les compartiments et des communications de routine avec le quartier général de la flotte du Nord. Le capitaine de frégate Igor Britanov est aux commandes. Son équipage compte 119 officiers, adjudants et marins. Ils sont formés pour faire face aux accidents de réacteurs, aux inondations, aux incendies et aux collisions. Mais la conception prévoit que les tubes de missiles scellés et la rigueur des procédures permettront de contenir les réactions chimiques hypergoliques. La série R-27 a été choisie pour la dissuasion maritime soviétique initiale, car les propergols liquides offraient une impulsion spécifique plus élevée que les premiers moteurs à propergols solides, permettant une plus grande portée à partir de volumes de coque plus petits. Le compromis, une énergie stockée sous forme de produits chimiques réactifs, séparés de l'eau de mer par des parois en acier, des joints en élastomère et une vigilance procédurale. Le résumé du National Security Archive, compilé à partir de sources soviétiques et américaines, décrit l'armement du K-219. 16 missiles, 32 ogives, des réacteurs fonctionnant dans des paramètres normaux au début de la patrouille. La classe 667A, introduite à la fin des années 1960, représentait la première génération de sous-marins stratégiques soviétiques capables d'effectuer des patrouilles prolongées à portée des cibles continentales. En octobre 1986, de nombreux bateaux de la classe Yankee avaient dépassé leur durée de vie nominale, mais le rythme opérationnel les maintenait en rotation dans les zones de patrouille, tandis que de nouvelles classes entraient en service. Le compartiment des missiles se trouve au milieu du navire, une coque pressurisée à l'intérieur d'une coque, divisée en 16 tubes de lancement verticaux. Chaque tube est surveillé pour vérifier la pression, la température et la composition de l'atmosphère. Si de l'eau de mer s'infiltre par un joint défectueux, elle rencontre d'abord du tétroxyde d'azote, un oxydant si réactif que la contamination organique peut déclencher la décomposition, la chaleur et la production de gaz toxiques, avant même que le combustible ne soit impliqué. Les procédures exigent l'isolation immédiate du tube, l'échantillonnage de l'atmosphère et l'évaluation des dommages. La conception suppose que la détection précoce et la réponse procédurale permettront de contenir toute dégradation du joint avant que la criticité, chimique ou nucléaire, ne soit atteinte. Dans la nuit du 2, tous les compartiments signalent une situation normale. Le contraste entre cette routine et l'accident du lendemain matin définira tout ce qui suivra.
3 octobre 1986, 5 heures locales. Mer des Sargasses, profondeur 150 mètres. L'alarme retentit sous la forme d'un signal électronique continu dans le compartiment des missiles, accompagné d'un rétroéclairage rouge sur la tuile d'intégrité du tube 6. L'officier de quart enregistre l'événement et alerte le poste de commandement. Premières hypothèses, une lente fuite au niveau du joint, peut-être une dégradation de l'élastomère due à des années de cycle de pression et d'exposition au sel, gérable grâce à l'isolement procédural et à la surveillance de l'atmosphère. Les techniciens missiles enfilent des appareils respiratoires et s'approchent de la trappe d'accès inférieure du tube pour vérifier les relevés. Ce qu'ils découvrent contredit le scénario d'entraînement. Le tube 6 est inondé par le bas. De l'eau de mer s'est infiltrée par un joint défectueux et le tétroxyde d'azote, un oxydant normalement isolé dans l'étage supérieur du missile, s'échappe dans l'espace du tube. Le tétroxyde d'azote réagit avec l'eau pour former de l'acide nitrique et du dioxyde d'azote, un gaz toxique brun-orange. Simultanément, le carburant, diméthylhydrazine asymétrique, stocké dans un réservoir séparé, commence à se mélanger avec l'oxydant dans le tube inondé. Les deux propergoles hypergoliques s'enflamment au contact, sans qu'une étincelle soit nécessaire. À 0h05 main 32S, l'explosion se produit. L'onde de pression se propage dans le compartiment du missile, rompant les conduits de ventilation et sectionnant les câbles électriques. 3 militaires du rang, des techniciens missiles qui répondaient à l'alarme initiale, sont tués sur le coup par la surpression et les effets thermiques de l'explosion. Le feu se propage à l'isolation des câbles et aux équipements auxiliaires, remplissant le compartiment de dioxyde d'azote et de produits de combustion. Les survivants scellent les écoutilles avant et arrière, isolant la soute à missile des espaces adjacents. Les détecteurs de gaz portables enregistrent des concentrations de dioxyde d'azote de plusieurs centaines de parties par million, immédiatement dangereuses pour la vie. Le rapport du National Security Archive, s'appuyant sur les procès-verbaux du Politburo et les résumés des services de renseignement de la marine américaine, confirme la séquence. Explosion dans l'un de ces tubes de missiles, due à une fuite de carburant dans le tube le 3 octobre. L'explosion elle-même est un événement chimique et non radiologique. Pas de produit de fission, pas de criticité, pas de flux neutronique instantané, mais l'explosion a endommagé les panneaux de distribution électrique et le câblage de commande qui desservent le compartiment du réacteur à l'arrière. Les circuits SCRAM, à distance du réacteur, conçus pour insérer automatiquement des barres de contrôle en cas de perte de puissance ou de commande manuelle, ne peuvent être vérifiés comme fonctionnels. Les instruments de la salle de contrôle affichent des lectures erratiques. Certains canaux sont hors service. Le capitaine Britanov ordonne une remontée d'urgence. L'air comprimé souffle les ballasts et le K-219 fait surface dans une mer modérée grâce à l'énergie des batteries, son système de propulsion principal fonctionnant toujours, mais ses systèmes de commande et de contrôle compromis. La menace immédiate est l'atmosphère toxique et les dommages structurels. La menace secondaire, qui apparaît à mesure que les diagnostics électriques se poursuivent, est la perte de la capacité d'arrêt garantie du réacteur. Si les réacteurs ne peuvent pas être arrêtés de manière fiable depuis la salle de contrôle, la prochaine option est l'insertion manuelle des barres de contrôle depuis l'intérieur du compartiment du réacteur lui-même, une procédure qui n'a jamais été effectuée dans des conditions de combat à bord d'un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins soviétiques opérationnels. Le moment de prendre une décision approche. 3e jour d'octobre 1986, fin de matinée. Le K-219 tangue à la surface, sa proue, chevauchant les vagues tandis que de la vapeur de dioxyde d'azote brun-orange s'échappe du compartiment des missiles par des conduits d'évacuation de fortune. Dans la salle de contrôle, les officiers mécaniciens tentent de vérifier l'état du réacteur à l'aide d'instruments dégradés. Les mesures du flux neutronique suggèrent que les 2 réacteurs restent critiques à faible puissance, fournissant de la vapeur pour les générateurs électriques et la propulsion. L'évaluation des dommages est incomplète, mais un fait est clair, le SCRAM à distance ne peut être confirmé. Si une excursion de réactivité se produit, due à une perte de refroidissement, à la formation de vide ou à un changement de géométrie dû à une inondation progressive,
il se peut qu'il n'y ait pas assez de temps ou de moyens pour insérer les barres depuis la salle de contrôle. La procédure d'arrêt manuel existe dans la doctrine, mais son exécution nécessite que le personnel pénètre dans le compartiment du réacteur, se rende jusqu'au mécanisme d'entraînement des barres de contrôle et tourne physiquement les volants pour enfoncer les barres dans le cœur par force mécanique. Chaque réacteur comporte plusieurs groupes de barres. L'arrêt complet nécessite une insertion séquentielle jusqu'à ce que la multiplication des neutrons cesse. Le compartiment sera chaud, à la fois en raison de la chaleur résiduelle du réacteur et des fuites de vapeur ou des dommages causés par le feu. Les conditions atmosphériques sont incertaines. Le temps est limité. Le matelot Sergueï Preminin, spécialiste de la section réacteur, se porte volontaire. Âgé de 20 ans, il a suivi une formation sur le fonctionnement des réacteurs et connaît bien les systèmes d'entraînement manuel grâce aux exercices effectués dans le port. Il pénètre dans le compartiment du réacteur avec un autre technicien. Leur tâche, localiser les volants de commande manuelle, vérifier l'engagement mécanique et insérer tous les groupes de barres pour obtenir une configuration sous-critique. La procédure se déroule par étapes, un groupe à la fois, en confirmant les indicateurs de position s'ils sont disponibles, ou en comptant les rotations du volant si les instruments sont hors service. À l'intérieur du compartiment, les températures dépassent les conditions normales de fonctionnement. La vapeur obscurcit la visibilité. Les deux hommes localisent même le premier volant et commencent à le tourner. Chaque tour enfonce les barres un peu plus profondément. Le flux neutronique commence à baisser. L'effet est mesurable dans la salle de contrôle. Le premier réacteur est arrêté. Le second nécessite un travail similaire. Preminin continue, passant d'un volant à l'autre, insérant les groupes de barres dans l'ordre. L'autre technicien sort brièvement pour rendre compte de l'avancement des opérations et échapper à la chaleur croissante. Le résumé du National Security Archive, s'appuyant sur des sources russes et des enquêtes ultérieures, confirme le résultat. L'équipage a été contraint d'arrêter manuellement les réacteurs nucléaires. Le matelot Sergueï Preminin est resté dans le compartiment et n'a pas pu être évacué. Après avoir terminé la séquence d'insertion, Preminin tente de sortir du compartiment par la trappe arrière. Une différence de pression, causée par des défaillances de ventilation et une surpression induite par la chaleur, empêche la trappe de s'ouvrir. Les tentatives pour égaliser la pression ou forcer la trappe depuis l'extérieur échouent. Preminin reste enfermé à l'intérieur. En quelques heures, les températures élevées et la contamination de l'atmosphère s'avèrent fatales. Les deux réacteurs sont désormais sous-critiques, leurs barres de contrôle entièrement insérées, les chaînes de fission arrêtées. La chaleur de désintégration se poursuivra pendant plusieurs jours, mais la multiplication des neutrons a cessé. La menace de criticité est éliminée. La survie du K219 dépend désormais du contrôle de l'atmosphère, de la gestion de la flottabilité et de l'aide extérieure. Mais le coût humain a augmenté. 3 morts dans l'explosion de la soute à missiles, 1 mort dans le compartiment du réacteur. Et le sous-marin, endommagé et à peine contrôlable, reste à la surface dans les eaux internationales, loin du port. La phase suivante nécessitera un câble de remorquage, les 3 et 4 octobre 1986. Le K219 dérive à la surface, ses générateurs diesel silencieux, sa propulsion principale hors service, comptant sur ses réserves de batterie pour maintenir une charge électrique minimale et avancer lentement. Le compartiment des missiles reste scellé, son atmosphère toujours toxique malgré les tentatives de ventilation. Les concentrations de dioxyde d'azote mesurées par des détecteurs portables dépassent les seuils de sécurité. Toute ouverture du compartiment risque d'exposer les espaces adjacents à une intrusion de gaz. Les équipes de contrôle des avaries déploient des appareils respiratoires et établissent des protocoles de décontamination pour le personnel qui se relaie dans les espaces avant. Le contraste est frappant. La doctrine soviétique en matière de sous-marins met l'accent sur la protection contre les radiations et la réponse aux accidents nucléaires, formant de manière intensive les équipages à la criticité rapide, aux scénarios de perte de liquide de refroidissement et aux brèches dans le confinement. Mais les 48 premières heures du K219 ne sont pas dominées par les risques radiologiques. Les niveaux de fond restent normaux dans tout le sous-marin, mais par la chimie industrielle toxique.
Le dioxyde d'azote provoque un œdème pulmonaire et des brûlures chimiques des tissus respiratoires. Même une exposition brève à une concentration élevée peut être mortelle. Les infirmiers traitent les blessures par inhalation des membres d'équipage qui se trouvaient dans ou à proximité de la salle des missiles lors de la ventilation initiale. Les dommages structurels compliquent chaque intervention. L'explosion a sectionné les câbles électriques et rompu les conduits de ventilation dans la section des missiles. Des générateurs portables fournissent une alimentation électrique limitée aux systèmes essentiels, mais les voies de distribution normales sont compromises. La capacité des batteries, suffisante pour l'éclairage de secours et la navigation de base, ne permettra pas de soutenir des opérations prolongées. Les 2 réacteurs, désormais à l'arrêt, ne peuvent être redémarrés sans voie de refroidissement et rétablissement du contrôle assuré, 2 éléments qui font défaut dans les conditions actuelles. L'étanchéité est compromise. L'inondation du compartiment des missiles, initialement causée par la défaillance du joint, se poursuit à travers la structure tubulaire endommagée. L'eau à surface libre à l'intérieur de la coque sous pression nuit à la stabilité. Lorsque le bateau tangue, l'eau se déplace d'un côté à l'autre, amplifiant le roulis et rendant difficile le maintien de l'assiette. Les équipes de contrôle des avaries pompent ce qu'elles peuvent atteindre, mais l'accès à la soute à missiles reste limité par l'atmosphère. La flottabilité du sous-marin s'érode lentement. Les procès-verbaux du Politburo, déclassifiés et publiés par les Archives nationales de sécurité, résument la lutte de l'équipage en termes crus. La lutte pour la survie du sous-marin a duré 3 jours. Cette phrase résume à la fois la durée et la nature de l'effort. Il ne s'agit pas d'une action décisive unique, mais d'une campagne soutenue pour contrôler les inondations, gérer les atmosphères toxiques, bricoler les systèmes électriques et maintenir une vitesse suffisante pour éviter le broaching ou le chavirement. Au matin du 4e jour, il est clair que le K-219 ne peut pas retourner au port par ses propres moyens. La salle des machines est hors service. Les dommages sont importants et l'endurance de l'équipage diminue. La solution nécessitera une aide extérieure. Un remorqueur, un câble de remorquage et un trajet de plus de 1000 milles marins jusqu'à un port soviétique ou ami. Le quartier général de la flotte à Moscou coordonne les moyens commerciaux et navals disponibles. Le remorqueur approprié le plus proche est le navire marchand soviétique Krasnogvardeysk qui fait route pour l'intercepter. Mais remorquer un sous-marin lanceur d'engins balistiques endommagé en pleine mer Atlantique, avec une stabilité incertaine et des inondations continues, est un défi technique qui mettra à l'épreuve toutes les limites. La première tâche consiste à passer une ligne, du 3 au 5 octobre 1996. Moscou, Washington et la zone de patrouille, de l'Atlantique Nord. Alors que le K-219 lutte pour sa survie en surface, les canaux politiques et militaires s'activent en parallèle. L'Union soviétique, qui subit encore les critiques internationales suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl 5 mois plus tôt, doit prendre une décision immédiate, reconnaître publiquement l'accident du sous-marin et en informer les États-Unis et les instances internationales, ou maintenir le silence opérationnel comme l'exigeait traditionnellement la doctrine de la guerre froide. Le secrétaire général Mikhaïl Gorbatchev, lors d'une réunion avec les membres du Politburo le 5 octobre, choisit la transparence. Les procès-verbaux déclassifiés rapportent qu'il a donné pour instruction d'informer les Américains, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'agence de presse soviétique TASS de l'incident. Cette décision marque une rupture avec la pratique antérieure. Lors des précédents accidents de sous-marins, notamment la perte du K-8 en 1970 et la quasi-collision du K-219 avec l'USS Augusta au début de sa carrière, les autorités soviétiques avaient fourni un minimum d'informations au public et avaient retardé ou évité d'en informer les gouvernements occidentaux. L'amiral Vladimir Chernavin, commandant en chef de la marine soviétique, gère la réponse militaire. Son état-major coordonne les opérations de la flotte du Nord afin d'acheminer l'aide vers la position du K-219, tout en informant simultanément le ministère de la Défense et le Politburo de l'état du sous-marin. Les informations transmises à leurs homologues américains sont factuelles. Un dysfonctionnement du tube lance-missile a provoqué une explosion et un incendie. Les réacteurs ont été arrêtés. Le sous-marin est à la surface et a besoin d'être remorqué.
aucun risque radiologique immédiat n'est évalué. La reconnaissance du président Reagan, documentée dans la note du Politburo, clôt la boucle, a remercié les Soviétiques d'avoir fourni rapidement des informations. La formulation est diplomatique, mais le fond est important. Cette notification rapide permet aux États-Unis d'ajuster leurs opérations de lutte anti-sous-marine dans la région, réduisant ainsi le risque d'erreur d'identification ou de calcul, alors que les forces navales soviétiques et américaines convergent vers un sous-marin balistique endommagé, transportant des ogives nucléaires et des cœurs de réacteurs. Le timing n'est pas une coïncidence. Gorbatchev et Reagan doivent se rencontrer à Reykjavik, en Islande, les 11 et 12 octobre pour discuter du contrôle des armements. Un accident sous-marin, mal géré ou dissimulé, pourrait empoisonner l'atmosphère du sommet. La transparence, en revanche, démontre que la glasnost, la politique d'ouverture, s'applique même aux incidents militaires sensibles. La notification du K-219 devient une preuve de concept pour la communication de crise dans une relation entre superpuissances encore définies par la suspicion mutuelle. Mais la transparence ne change rien à la physique. Pendant que les diplomates rédigent des communiqués de presse et que les états-majors navals coordonnent leurs moyens, le K-219 continue de prendre l'eau. Les marges de stabilité se réduisent. Le remorqueur Krasnogvardeysk se rapproche, mais chaque heure qui passe augmente la fatigue de l'équipage et la pression sur la coque endommagée. L'optique diplomatique est peut-être favorable, mais l'hydrodynamique est impitoyable. Au cours de la nuit, la situation va s'aggraver. 5 octobre 1986, mer des Sargasses, à environ 600 miles au nord-est des Bermudes. Le navire marchand soviétique Krasnogvardeysk arrive sur les lieux après une traversée à grande vitesse et entame le délicat processus de remorquage du K-219. Le sous-marin, toujours en surface mais à peine contrôlable, représente une cible difficile. Sa proue est basse, sa poupe plus haute en raison de l'envahissement progressif du compartiment des missiles. L'eau libre à l'intérieur de la coque sous pression provoque des changements de trim erratiques lorsque le bateau roule dans une mer modérée. Une ligne de halage est d'abord passée, un messager léger qui permet à l'équipage de remorquage à bord du Krasnogvardeysk de tirer la lourde bride de remorquage à travers l'espace entre les navires. La bride, un assemblage de câbles en acier en plusieurs parties, est fixée au taquet de remorquage avant du K-219, des fixations conçues dans la structure de la coque précisément pour ce type de situation. La tension est augmentée lentement. Le remorquage commence à faible vitesse pour éviter les chocs. Le capitaine Britanov reste à bord du K-219 avec un équipage réduit pour gérer l'envahissement, surveiller l'assiette et coordonner les opérations avec le remorqueur par radio. Le plan consiste à ramener le sous-marin endommagé à bon port, soit un trajet de plus de 1000 milles marins jusqu'au port soviétique ou ami le plus proche. Durée estimée. Plusieurs jours à la vitesse de remorquage, en supposant que le câble de remorquage tienne et que la stabilité puisse être maintenue. Mais la physique joue contre eux. Un sous-marin remorqué en surface n'est pas une plateforme stable. La coque longue et étroite n'a pas le franc-bord et la réserve de flottabilité d'un navire de surface. Toute inondation augmente le tirant d'eau et réduit la marge entre la flottabilité positive et le naufrage. Et le K-219 est déjà compromis. Le compartiment des missiles est inondé, les cloisons structurelles sont endommagées, et la capacité de pompage est limitée par la perte de la production électrique principale. Le résumé des Archives nationales de sécurité note que Krasnogvardeysk a établi le remorquage et, pendant un certain temps, le sauvetage a semblé possible. Cette expression, pendant un certain temps, traduit la mince lueur d'espoir. Alors que le remorquage se poursuit tout au long de l'après-midi et de la soirée du 5, les équipes de contrôle des avaries à bord du K-219 luttent pour gérer la montée du niveau de l'eau. La soute à missiles, isolée du reste du bateau, ne peut être asséchée sans ouvrir les écoutilles et évacuer l'atmosphère toxique, un compromis qui exposerait les compartiments adjacents. L'inondation externe, par la structure endommagée du tube ou par d'autres ouvertures créées par l'explosion, se poursuit sans contrôle. Le remorquage introduit de nouvelles contraintes. Même à des vitesses modestes, le câble de remorquage exerce une force de plusieurs centaines de tonnes sur les fixations avant de la coque. Chaque cycle de vague tend le câble, puis le relâche, puis le tend à nouveau.
La fatigue s'accumule dans la bride, les taquets et la structure endommagée de la coque. La stabilité du sous-marin, déjà marginale, est encore dégradée par les angles d'assiette et de gîte variables, induits par les forces de remorquage et l'état de la mer. L'état-major naval soviétique, qui surveille la situation depuis Moscou et depuis les navires de commandement dans l'Atlantique, calcule les probabilités. Chaque heure de remorquage augmente la contrainte cumulative. Chaque heure rapproche également le sous-marin du port. La question est de savoir si la marge diminue plus rapidement que la distance. Dans la nuit du 6 octobre, la marge s'effondre. Le câble de remorquage se rompt. Les 5 et 6 octobre 1986. Salle de presse à Moscou, salle de briefing à Washington et quartiers généraux des états-majors navals des deux côtés. Alors que le K-219 dérive sous remorque, une lutte parallèle se déroule autour du récit de ce qui a causé l'accident. Les premiers projets de communiqués soviétiques, préparés avant que les enquêtes techniques ne soient terminées, évoquent la possibilité d'une collision, peut-être avec l'USS Augusta, un sous-marin d'attaque américain de classe Los Angeles, qui avait suivi le K-219 plus tôt dans la patrouille. L'hypothèse de la collision offre une cause externe commode, détournant les questions sur l'état du matériel, les pratiques de maintenance ou les vulnérabilités de conception d'un système de missiles vieillissant. Mais les officiers techniques s'y opposent. Les preuves médico-légales, recueillies à partir des témoignages de l'équipage, des registres des instruments et des traces de dommages observés à bord du K-219, indiquent sans ambiguïté une défaillance interne du tube lance-missile. L'explosion s'est produite à l'intérieur du tube 6, où l'intrusion d'eau de mer par un joint défectueux a permis au carburant hypergolique et au comburant de se mélanger. Aucun dommage dû à un impact n'est observé sur la coque extérieure. Aucune signature acoustique d'une collision n'est enregistrée. L'explosion s'est produite dans un compartiment étanche, et non à la jonction entre la coque et l'eau. L'amiral Chernavin et le capitaine Britanov, tous deux interrogés au cours des années suivantes, confirment la conclusion technique. Dysfonctionnement du tube lance-missile. Pas de collision. Un article du magazine Undersea Warfare, publié par la Naval Submarine League, cite le lieutenant-commandant Wayne Grasdock, officier de sous-marin de la marine américaine, qui confirme cette évaluation. L'incident était dû à un dysfonctionnement du tube lance-missile et non à une collision avec l'Augusta. La BBC, qui a interviewé Britanov et l'ancien commandant en second Igor Kurden des années plus tard, réitère cette conclusion. L'histoire de la collision s'estompe, mais pas avant d'avoir circulé dans les articles de presse et les résumés des services de renseignement. Le schéma est familier, en l'absence d'informations complètes, les récits initiaux comblent le vide, façonnés par les préoccupations institutionnelles, les pressions politiques et les données incomplètes. Ce n'est que plus tard, lorsque les analyses médico-légales convergent et que les participants s'expriment, que la vérité technique se confirme. Le récit du dysfonctionnement du tube lance-missile a des implications. Il déplace l'attention des procédures opérationnelles, proximité des sous-marins occidentaux, règles d'engagement, vers la conception et l'état du matériel. Le système de missiles à propergol liquide R-27, en service depuis 30 ans, s'avère être une source de risque catastrophique lorsque l'étanchéité des joints est compromise. L'incident devient un cas d'étude non pas sur la politique de la corde raide de la guerre froide, mais sur les dangers des propergols liquides stockables à bord de plateformes vieillissantes. Pour la confiance du public et la politique, cette distinction est importante. Une collision implique une confrontation, soulevant des questions sur les protocoles de guerre sous-marine et l'escalade de la crise. Un dysfonctionnement du tube implique une défaillance technique, soulevant des questions sur les marges de conception, les cycles de maintenance et la sécurité des missiles stratégiques à propergol liquide en mer. La marine soviétique, puis la marine de la Fédération de Russie, tireront les leçons du K-219, ce qui conduira à un remplacement accéléré des systèmes à propergol liquide par des missiles à propergol solide dans les nouvelles classes de sous-marins. Mais dans l'immédiat, dans la nuit du 6 octobre, les analyses et les récits sont secondaires. Le K-219, dont le câble de remorquage s'est rompu, est en train de couler. 6 octobre 1986. Salle de briefing à Washington et bureau ministériel à Moscou. Alors que la situation du K-219 se détériore,
Les questions de la presse s'intensifient. Les journalistes se souviennent de Tchernobyl, panache radioactif, évacuation, contamination transfrontalière et demandent si un sous-marin nucléaire en train de couler présente des risques similaires. Les questions sont prévisibles. Les réacteurs pourraient-ils exploser? Les ogives pourraient-elles détonner? Les matières radioactives pourraient-elles contaminer les pêcheries de l'Atlantique ou atteindre les populations côtières? Le vice-amiral Powell Carter, directeur du renseignement naval de la marine américaine, communique à la presse l'évaluation officielle du gouvernement américain. Il n'y a aucun risque d'explosion ou de contamination. La déclaration est soigneusement formulée. Carter fait la distinction entre la physique des réacteurs et la peur du public. Contrairement à une bombe, un réacteur nucléaire ne peut pas exploser lors d'une détonation nucléaire. Même si la cuve du réacteur venait à se rompre, il en résulterait une explosion de vapeur ou une rupture du confinement, et non une explosion nucléaire. De plus, les réacteurs du K219 sont à l'arrêt, les barres de contrôle sont entièrement insérées et les chaînes de fission sont interrompues. La chaleur de désintégration se poursuivra, mais la multiplication des neutrons a cessé. De même, les ogives nucléaires embarquées à bord de missiles stratégiques ne peuvent pas exploser accidentellement. Leur système de mise à feu et d'armement nécessite des séquences précises d'événements mécaniques, électriques et pyrotechniques qui ne peuvent se produire sous l'effet de contraintes environnementales, d'une immersion dans l'eau ou d'un impact. Les cœurs des ogives peuvent finir par se corroder et libérer des matières, mais une explosion n'est pas un scénario crédible. La contamination, cependant, est une autre question. Les procès-verbaux du Politburo, déclassifiés des années plus tard, montrent que les experts soviétiques reconnaissaient donc que la contamination à grande profondeur dans la zone du naufrage n'atteindrait pas la surface. Cette formulation révèle l'évaluation interne de la marine soviétique. Le rejet de matière est possible, voire probable, au fil du temps, à mesure que les circuits primaires des réacteurs et les enveloppes des ogives se corrodent dans les conditions de l'océan profond. Mais la profondeur, 18 000 pieds, confirmée par la presse américaine, et le contexte océanographique favorisent la dilution et le confinement. Les radionucléides libérés par la corrosion des cœurs ou des ogives se disperseront dans les eaux froides et profondes, subissant une désintégration radioactive et une dilution bien avant d'atteindre des concentrations présentant un danger pour les eaux de surface ou le biote. La physique soutient les positions officielles des deux parties. Un réacteur arrêté à une profondeur abyssale ne crée pas la signature radiologique en surface d'une explosion en surface ou d'un rejet en eau peu profonde. La désintégration des produits de fission réduit l'activité de plusieurs ordres de grandeur au cours des premières semaines et des premiers mois. Le mélange océanique dilue encore davantage les concentrations. Les programmes de surveillance, déjà en place pour suivre les essais nucléaires atmosphériques et les pertes antérieures de sous-marins, continuent à prélever régulièrement des échantillons d'eau de mer et de stocks de poissons dans l'Atlantique. Aucune anomalie attribuable au K219 n'apparaîtra dans la littérature ouverte au cours des années suivantes. Mais les assurances d'officiels, bien que techniquement fondées, ne répondent pas à la crise humaine immédiate. 4 hommes sont morts. Le reste de l'équipage du K219 est toujours à bord ou a été récemment évacué. Et le sous-marin, avec ses 2 réacteurs et ses 32 ogives, n'est plus retenu par le câble de remorquage. Le prochain rapport confirmera ce que l'équipage sait déjà. Le K219 est en train de couler. Tôt le matin, le 6 octobre 1986. Mer des Sargasses, obscurité sur une houle modérée. À bord du remorqueur Krasnogvardeysk, une alarme stridente signale une rupture de la remorque. Le câble, soumis à une tension soutenue et à des charges cycliques pendant des heures, s'est rompu. L'extrémité libre revient vers la poupe et les indicateurs de tension tombent à zéro. Sur le pont, la veille alerte immédiatement par radio le capitaine Britanov à bord du K219. Le sous-marin qui n'est plus remorqué dérive librement dans le courant. À bord du K219, la perte du câble de remorquage élimine la dernière source externe de propulsion. Les réserves de batterie sont épuisées, la propulsion principale est hors service et la capacité de manœuvre est minimale. L'inondation du compartiment des missiles, non contrôlée depuis 2 jours,
à augmenter le tirant d'eau du sous-marin au point où la flottabilité positive est marginale. Les équipes de contrôle des avaries tentent de rétablir une certaine capacité de pompage et de colmater les fuites supplémentaires, mais l'accès est limité et l'équipement tombe en panne. Il devient de plus en plus difficile de maintenir l'assiette. Le capitaine Britanov, qui surveille les calculs de flottabilité et les indicateurs de stabilité, reconnaît la trajectoire. Le sous-marin ne peut pas maintenir sa position en surface sans un contrôle actif de l'assiette et un pompage actif. Chaque heure qui passe voit davantage d'eau pénétrer dans la coque, davantage de poids s'accumuler dans la partie inférieure du bateau et le franc-bord diminuer. La marge entre flotter et couler se mesure en tonnes de flottabilité, et cette marge s'érode en temps réel. Le résumé du National Security Archive, s'appuyant sur des sources russes et américaines, confirme la séquence. Le câble de remorquage s'est rompu, le sous-marin a coulé. La formulation est laconique, mais l'implication est claire. Une fois le câble de remorquage rompu, l'issue était déterminée. Certaines sources rapportent que des préparatifs ont été faits pour s'aborder le sous-marin en ouvrant les vannes, mais les informations à ce sujet sont ambiguës. Britanov lui-même, dans des interviews ultérieures, déclare être resté à bord jusqu'aux derniers instants, suggérant qu'il n'a pas ordonné un sabordage délibéré, mais qu'il a plutôt tenté de sauver le bateau jusqu'à ce que la physique rende tout effort supplémentaire vain. Au milieu de la matinée du 6, la flottabilité est perdue. Le K-219 s'enfonce plus profondément dans l'eau, sa proue plongeant, sa poupe se soulevant à mesure que l'inondation déplace le centre de gravité vers l'avant. L'ordre d'abandonner le navire est donné. Les membres d'équipage sont transférés vers le Krasnogvardeysk à bord d'un petit bateau et d'un radeau de sauvetage. Britanov est le dernier à partir, descendant du pont incliné alors que le sous-marin entame sa descente finale. Le naufrage n'est pas soudain, il n'y a pas d'implosion catastrophique ni d'explosion. Le K-219 glisse progressivement sous la surface, sa coque intacte, disparaissant dans les eaux profondes de la plaine abyssale de Hatteras. En quelques minutes, il est hors de vue. En quelques heures, il a traversé la thermocline, la zone de pénétration de la lumière, la zone mésopélagique, pour atteindre la zone abyssale, où la pression dépasse 400 atmosphères et où la température avoisine le point de congélation. La profondeur devient le système de confinement. Aucune récupération n'est possible à 18 000 pieds, ni en 1986, ni avec la technologie disponible, ni dans les eaux internationales pendant la guerre froide. Le sous-marin, ses 2 réacteurs et ses 16 missiles équipés de 32 ogives resteront indéfiniment au fond de l'océan. Bilan humain final, 4 morts. Disposition finale, les abysses. Le 6 octobre 1986 et les jours qui ont suivi. Position finale du K-219, à environ 600 miles à l'est-nord-est des Bermudes, dans la plaine abyssale de Hatteras, à une profondeur de 18 000 pieds. Le Washington Post publie l'emplacement et la profondeur le 6, citant des sources de la marine américaine. La profondeur est importante, plus profonde que la plupart du bassin atlantique, hors de portée des submersibles habités disponibles au milieu des années 1980, et suffisante pour garantir que la pression hydrostatique comprime la coque au-delà des limites de survie en quelques minutes de descente. À 5500 mètres, la pression ambiante est d'environ 540 atmosphères, soit près de 8000 livres par pouce carré. La coque pressurisée du sous-marin, conçue pour des profondeurs opérationnelles de plusieurs centaines de mètres, ne peut pas supporter cette charge. Mais la profondeur d'effondrement n'est pas atteinte pendant la descente. Le K-219 est déjà inondé à l'intérieur par le compartiment de missiles endommagés, de sorte que la pression de la coque s'équilibre progressivement plutôt que d'imploser de manière catastrophique. L'épave se stabilise à la verticale ou presque, tel un cylindre d'acier reposant sur les sédiments abyssaux. La température à cette profondeur est proche de 2 degrés Celsius, suffisamment froide pour ralentir la plupart des réactions chimiques, mais pas assez pour empêcher complètement la corrosion. Même à cette profondeur, l'eau de mer contient de l'oxygène dissous et des sels qui attaquent l'acier, l'aluminium et d'autres métaux de structure. Les circuits primaires du réacteur, construits en acier inoxydable et en alliage de nickel, se corroderont au fil des années, voire des décennies.
Les enveloppes des ogives, généralement en acier inoxydable ou en alliage exotique, suivront une trajectoire similaire. La question n'est pas de savoir si des matériaux seront libérés, mais quand et à quel rythme. Les photographies du ministère américain de la Défense, prises depuis un avion de reconnaissance le 7 octobre et communiquées à la presse, montrent le K-219 à la surface peu avant son naufrage. Les images révèlent des dommages au niveau de la voile et de la superstructure avant, compatibles avec les effets d'une explosion et d'un incendie. Plusieurs sources, y compris des rapports déclassifiés, indiquent que plusieurs trappes de missiles étaient ouvertes au moment du naufrage, une observation qui, si elle est exacte, aurait permis à l'eau de mer d'inonder directement les tubes de missiles, accélérant ainsi l'inondation interne et créant potentiellement des voies de libération à long terme des matériaux provenant des composants des ogives. Mais la profondeur favorise le confinement. Tous les radionucléides libérés par la corrosion des cœurs des réacteurs ou des ogives se dissolvent dans les eaux froides et profondes et se dispersent selon les courants abyssaux. Le mélange avec le vaste volume de l'Atlantique, combiné à la désintégration radioactive, réduit les concentrations à des niveaux bien inférieurs au seuil de détection à la surface. Aucune recommandation concernant la pêche n'est émise. Aucune station de surveillance côtière ne signale d'anomalie. L'abîme, indifférent aux destins humains ou aux frontières politiques, devient le dépôt à long terme de 2 cœurs nucléaires et de 32 armes. Fin 1986 à 1987. Moscou, quartier général de la flotte du Nord et système administratif fermé qui régit les opérations sous-marines soviétiques. Au lendemain de la perte du K-219, la réponse institutionnelle se divise selon des lignes prévisibles. Attribuer les responsabilités, reconnaître l'héroïsme et tirer des leçons pour la doctrine et la conception. Le capitaine Igor Britanov fait l'objet de poursuites judiciaires. La perte d'un sous-marin lanceur d'engins en patrouille, avec des victimes et l'attention internationale, exige des comptes juridiques. Le droit militaire soviétique prévoit la cour martiale en cas de défaillance du commandement, de négligence ou